donc Dali. C'est à l'instigation de leur ami commun Stefan Zweig que la rencontre entre Freud et Dali eut lieu. Le 15 juillet 1938, Stefan Zweig écrit à Freud son envie de le voir et espère ainsi lui présenter un de ses plus grands admirateurs, guillemets, n'est-ce pas, et avec toutes ses petites folies, peut-être l'unique génie de la peinture moderne, Salvador Dali, dont vous connaissez certainement le nom et l'œuvre. Et Zweig insiste dans une deuxième lettre datée du 18 juillet. Vous savez que j'ai toujours scrupuleusement évité d'introduire des gens chez vous, mais pour demain, il s'agit véritablement d'une exception importante. Selon moi, Salvador Dali, pour bizarre que certaines de ses œuvres puissent être, est le seul génie de la peinture de notre époque et le seul qui lui survivra. Défenseur fanatique de ses propres opinions et le plus fidèle, le plus reconnaissant des disciples que vous avez parmi les artistes. C'est depuis des années le désir de ce véritable génie que de vous rencontrer un jour. Il prétend qu'il n'est redevable à personne autant qu'à vous de son art. Vous voyez que l'éloge de Zweig et sa plaidoirie ne souffre pas d'ambiguïté. La rencontre aura donc lieu le 19 juillet 1938 à Londres. Dali est accompagné de Zweig et du collectionneur Edward James qui apporte une toile qu'il possède du jeune Catin. Métamorphose de Narcisse, 1937. Il s'agit, selon Dali, du premier tableau obtenu entièrement d'après l'application intégrale de la méthode paranoïaque critique. Voilà comment Zweig, dans sa lettre, présentait le tableau à Freud, sûrement avec pour but que ce dernier accepte la rencontre. Je cite, « À titre de justification, nous vous apporterons sa dernière œuvre, qui appartient à M. Edward James, pour vous la montrer. Je crois que personne, depuis les maîtres anciens, n'a su trouver de telles couleurs, et quelque symbolique qu'il puisse paraître, je trouve dans les détails une perfection en regard de laquelle toute la peinture de ce temps me semble pâlir. Ce tableau a pour titre Narcisse, et il a peut-être été créé aussi sous votre influence. Qui du reste, on ne va pas en faire l'analyse ni le détail, mais qui, dans sa structure, montre quelque chose sur quoi nous aurons à revenir dans sa structure, c'est-à-dire de la duplicité de l'image double. C'est donc ce tableau que Freud a observé, pendant que Dali, de son côté, esquissait deux croquis de sa tête. Ces croquis, Zweig n'osera pas les montrer au vieil homme, tellement ils étaient troublants de vérité. Zweig écrit « Je n'ai jamais eu le courage de le montrer à Freud, car Dali, avec sa clairvoyance, avait figuré la mort dans ce dessin. » En effet, Freud meurt un an plus tard, septembre 1939. Dali fera de cette visite au psychanalyste un compte-rendu très positif. Freud ne connaissait rien de moi que ma peinture qu'il admirait. J'essayais de paraître à ses yeux une sorte de dandy à l'intellectualisme universel. Bon, il a fait ça pour Freud, il a récidivé depuis. Pour impressionner Freud, il lui expose ses théories sur la paranoïa. Mais Freud se contente de le regarder sans réagir. La célèbre méthode paranoïaque critique, il a la vertu que c'est une méthode que j'ai inventée il y a maintenant plus de 35 ans, et malgré qu'il fonctionne à merveille, encore aujourd'hui, moi-même, je ne sais pas en quoi elle consiste. Il faut noter quand même que c'est effectivement sa théorie sur la paranoïa qui avait fait l'objet de sa rencontre et de sa discussion avec Lacan à son cabinet, le fameux épisode où Dali était venu ouvrir à Lacan avec un bout de papier collé sur le nez et où l'autre n'a pas bronché et où il raconte ça très bien, c'est hautement comique. Et rencontre au cours de laquelle ils ont abondamment parlé de la paranoïa d'une façon qui a permis, du reste, à M. Pereira d'écrire un livre tout à fait intéressant intitulé « Ce que le psychanalyste doit au peintre » à propos de la paranoïa.
Mais Freud, donc, devant cette théorie de la paranoïa, se contente de regarder Dali sans réagir. Devant son imperturbable indifférence, explique Dali, ma voix se fit de plus en plus aiguë et insistante. Alors Freud, continuant de m'observer comme s'il aspirait de tout son être à saisir ma vérité psychologique, s'exclama à l'adresse de Stefan Zweig, « Je n'ai jamais vu aussi parfait prototype d'espagnol. Quel fanatisme !» De nos jours, je ne sais pas ce qu'en penseraient les Catalans, mais enfin bon. Toutefois, il regrettera que Freud ne s'intéresse qu'à son tableau et pas du tout à la méthode paranoïaque critique telle qu'il en usait pour construire le mythe tragique de l'Angélus de Millet, manuscrit auquel il avait espéré en vain intéresser Freud. C'est un manuscrit tout à fait formidable qui a été perdu à plusieurs reprises pour être finalement retrouvé et republié récemment sous une forme plus accessible que le dossier précédent de Jean-Jacques Pauvert. Enfin, c'est quelque chose qui est à notre disposition. Ce qui est comique dans cette histoire-là, c'est que Freud avait prétendu auparavant ne pas s'intéresser à la peinture surréaliste, car, disait-il, il n'avait rien à faire, puisque tout l'inconscient était déjà là exposé. Or, le voici, là, qui s'intéresse à la peinture, pour ne pas s'intéresser au texte. Avouez qu'il y a quelque chose là d'un peu surprenant. Bah, bien entendu, il faudra, là encore, il faudra un peu de ratage à cette rencontre. Quant à Lacan, toujours sur le même sujet, ce qu'il faut noter, c'est que lui aussi sera très, très oscillant, puisque au début de ses élaborations, il sera plutôt flatteur pour la méthode paranoïaque critique, alors que à la fin de sa carrière et de son œuvre, il aura des mots assez durs qu'il confiera à Ferdière pour dire que de toute façon, tout ça, dira-t-il, c'est des conneries, y compris sa thèse, du reste, et pour dire que tout ça le fatigue bien et que grand bien face à Dali, qui lui est un vrai malin. Je cite donc des propos rapportés par Ferdière dans un numéro de l'évolution psychiatrique consacré au surréalisme. À propos de rencontres, bien entendu, la rencontre de Breton ne l'avait pas moins été ratée. On en a eu une relation déjà tout à l'heure, aussi ne vais-je pas y revenir, sinon pour dire que Lacan, à propos de cette rencontre de Freud et de Dali à Vienne, et de cette rencontre de Breton et de Freud à Vienne, Lacan observera, non sans ironie, qui aura la naïveté encore de s'en tenir, quant à Freud, à cette figure de bourgeois rangé de Vienne qui stupéfia son visiteur André Breton, de ne s'auréoler d'aucune hantise de ménade. La relation dépréciative qu'il a fournie dans la littérature de sa visite chez Freud, Breton s'en excusera plus tard dans ses entretiens en 1952 par un regrettable sacrifice à l'esprit dada, tout en ajoutant que Freud lui-même a eu la bonne grâce de ne pas m'en garder rigueur et de rester en correspondance avec moi, ce qui est exact, Freud et Breton. Il faut bien avouer que la réticence de Freud vis-à-vis des artistes était assez constante, au contraire de Lacan. Voici ce qu'il écrivait. L'artiste est en même temps un introverti qui frise la névrose. Animé d'impulsions et de tendances extrêmement fortes, il voudrait conquérir honneur, puissance, richesse, gloire et amour des femmes. Mais les moyens lui manquent de se procurer ces satisfactions. C'est pourquoi, comme tout homme insatisfait, il se détourne de la réalité et concentre tout son intérêt, aussi sa libido, sur les désirs créés par sa vie imaginative, ce qui peut conduire facilement à la névrose. Et plus loin, mais le véritable artiste peut davantage. Il sait d'abord donner à ses rêves éveillés une forme telle qu'ils perdent tout caractère personnel susceptible de rebuter les étrangers et deviennent une source de jouissance pour les autres. Il sait également les embellir de façon à dissimuler complètement leur origine suspecte. Il possède en outre le pouvoir mystérieux de modeler des matériaux donnés
jusqu'à en faire l'image fidèle de la représentation existant dans sa fantaisie, et de rattacher à cette représentation de sa fantaisie inconsciente une somme de plaisir suffisante pour masquer ou supprimer, provisoirement du moins, les refoulements. Lorsqu'il a réussi à réaliser tout cela, il procure à d'autres le moyen de puiser à nouveau soulagement et consolation dans les sources de jouissance devenues inaccessibles de leur propre inconscient. Il s'attire leur reconnaissance et leur admiration et a finalement conquis par sa fantaisie ce qui auparavant n'avait existé que dans sa fantaisie. Honneur, puissance et amour des femmes. Mais le véritable artiste peut davantage. Il sait d'abord donner à ses rêves éveillés une forme telle qu'ils perdent tout caractère personnel, susceptibles de rebuter les étrangers, et deviennent une source de jouissance pour les autres. Le paranoïaque, c'est celui qui a la faculté de transposer et d'objectiver en dehors de lui son délire. Le paranoïaque classique, c'est Leonardo da Vinci, quand il dit qu'en regardant les taches d'humidité informelles au mur, au lieu de quelque temps, on peut voir se dessiner des batailles terriblement précises et concrètes. Alors, si c'est un vrai paranoïaque comme lui, quand son délire, qui a provoqué ces visions dans le mur, passe, il peut montrer avec le bout de son doigt à n'importe qui, à sa bonne, aux gens qui passent, les figures équestres, les visages qu'il a vus dans les taches d'humidité, et tout le monde sera forcé de voir exactement ce que lui, il avait vu dans son délire. Tandis que les autres genres de psychose, ou même un rêve quelconque, c'est déjà du domaine du délire, aussitôt que le rêve finit, on peut le raconter, mais personne n'y croit, parce qu'il s'efface. On ne peut pas montrer que c'était vrai. Tandis que le paranoïaque, il a un pouvoir de persuasion impérialiste. Et ça, ce qui caractérise précisément la psychose paranoïaque, c'est-à-dire le délire systématique d'interprétation. C'est cet élément de précision mathématique et de pouvoir d'imposer son délire aux autres. D'ailleurs, c'est ce que Hitler a fait. Tous les grands paranoïaques, ils ont emmerdé tellement tout le monde parce qu'ils finissent pour transposer dans le plan de la réalité quotidienne et très souvent la plus tragique, leur propre délire. Tandis que les autres genres de fous, c'est le contraire. Ils ont des rêveries comme le surréaliste, c'est le moine littéraire. Ils racontent des choses, d'ailleurs les plus ennuyeuses. Il n'y a rien de plus ennuyeux que quand on vous raconte un rêve. Aussitôt qu'on veut me raconter un rêve, déjà j'ai peur parce que c'est des choses du domaine strictement subjectif, on ne peut pas y croire. Alors, je pense que cette rencontre, finalement, entre les mécanismes artistiques qu'il y a à l'œuvre entre l'artiste et son public, entre Freud et Dali, est tout à fait impressionnante. Je vais poursuivre avec une illustration de cette très mauvaise opinion de Freud sur les artistes, qui selon lui font ça uniquement que pour obtenir la gloire et l'amour. Et on va avoir là une illustration d'une critique qui perdure encore de nos jours. Mais je suis un artiste, madame. Je suis un artiste. Je suis un artiste, bordel de merde. Bon, écoutez, Jean-Jacques Lebel, on va le retrouver au cours de mon exposé. Donc Jean-Jacques Lebel est là-dedans, et qu'est-ce qu'il fait? Il se vautre sur une jeune femme qui est assise sur le banc en disant « Mais je suis un artiste !» L'air de dire « On doit tout me pardonner parce qu'effectivement, je suis un artiste. » Reprenons là, donc, de façon particulièrement crue, la critique de Freud. Alors, je voudrais donc un petit peu sortir de tout ça qui est un petit peu anecdotique
pour entrer dans le travail de Dali et dans le travail que moi je qualifie de proprement analytique, hein, voire peut-être même auto-analytique, à propos de laquelle, du reste, il faudrait peut-être explorer la relation transférentielle et tout l'appareil d'investissement qui permet de fournir son énergie à ce travail. Je crois, moi, qu'il y aurait une piste à explorer du côté de Gala, au moins jusqu'à une certaine date. Alors, moi, cette pratique que je qualifie de pratique auto-analytique chez Dali me semble être une aventure absolument unique. On a beaucoup parlé jusqu'à maintenant de façon, je dois dire, un petit peu savante des rapports de la psychanalyse et du surréalisme, de la psychanalyse et de l'art. Le point, moi, sur lequel je veux absolument insister, qui me semble être absolument unique, c'est la psychanalyse pour Dali. C'est effectivement, il s'en est beaucoup servi dans son œuvre, mais surtout, il s'en est beaucoup servi à un usage intime. On ne peut pas séparer l'œuvre, l'homme et les élaborations qu'il a construites avec, à l'aide de la psychanalyse. Ça me semble donc une aventure unique. Alors, pour illustrer ça, voilà, on parle souvent donc de l'image double comme caractéristique de l'œuvre de Dali, et je vous fournis là un exemple de cette image double, hein, qui est intitulée, n'est-ce pas, qui est intitulée « Marché d'esclaves » avec apparition du buste invisible de Voltaire. C'est assez intéressant dans le sens où je pense que Dali n'était pas sans savoir le caractère d'actionnaire de Voltaire quant à la traite des esclaves. Mais enfin, ça, c'est encore de l'anecdote. Parlons de l'image double, hein, cette image très particulière que vous voyez là, c'est-à-dire cette image qui fait qu'on voit l'une des images telle qu'elle nous est décrite, on voit l'autre, mais on ne voit pas les deux ensemble. Hein. Ça, c'est absolument impossible et ça me semble véritablement tout à fait capital. Alors, cette prédilection pour l'image double, je dois dire que j'en ai recueilli la remarque sous la plume d'un de nos collègues, là, qui est monsieur Patrice Schmitt, qui travaille dans la région marseillaise et qui a écrit un ouvrage tout à fait remarquable que je vous recommande, qui s'appelle « Études psychanalytiques de la création » chez Salvador Dali. Alors, cette image double, c'est un psychiatre, non pas un psychanalyste, mais un psychiatre, Pierre Rouméguer, qui, le 5 juin 1950, révèle à Dali cette circonstance. Cette circonstance qui, à son avis, entraîne la survenue de l'image double qu'il attribue à un événement capital qui est le décès de son frère aîné, prénommé, on vous l'a dit tout à l'heure, prénommé comme lui Salvador, mais décès dont l'étude soigneuse, n'est-ce pas, de la chronologie, décès d'une personne, donc, de ce frère aîné, dont la conception de Salvador Dali, après calcul, semble être survenue très exactement 11 jours après le décès de ce frère aîné. Ce qui est une circonstance pas banale, d'autant moins banale qu'on sait que les parents de Salvador Dali l'ont prénommé donc comme son frère, mais également ont consacré toute une chambre, toute une pièce au culte de ce frère aîné et ont tenté de persuader Salvador Dali qu'il était la réincarnation de cet aîné Salvador. On conçoit donc que tout ceci est tissé une ambiance un petit peu particulière dans la construction de Salvador Dali lui-même. J'ai vécu toute mon enfance et toute mon adolescence avec l'idée que je formais part de mon frère mort.
C'est-à-dire que je portais dans mon corps et dans mon âme le cadavre agrippé de ce frère mort, parce que mes parents parlaient constamment de cet autre Salvador à propos de moi, en disant il ne faut pas que ça arrive comme Salvador qui était enrhumé, il faut le mettre cache-nez. Enfin, j'étais tout le temps qu'on parlait de moi, on parlait de l'autre. Alors, pour me séparer de cet autre frère mort, j'étais obligé justement à jouer au génie dans le sens d'affirmer toutes les minutes que moi je n'étais pas de l'autre, que moi je n'étais pas mort, et alors j'étais forcé de commettre et de perpétrer tous ces genres d'excentricité, que c'est le côté loufoque que les gens croient voir dans Dali, et que justement c'est le côté le plus tragique de mon existence, puisque toutes les semaines, j'ai dû affirmer pour m'en convaincre moi-même que je n'étais pas l'autre, que moi j'étais le frère vivant. Bien sûr, on pourrait alors faire de la psychopathologie dynamique, comme on dit, et considérer que sa mère devait avoir bien du mérite, parce que comment, dans toute cette mise en scène, comment pouvait-elle savoir à qui elle s'adressait, et des deux enfants, et dans ces conditions-là, comment pouvait s'organiser le stade du miroir pour Salvador Dali, hein. Voilà donc un certain nombre de difficultés, n'est-ce pas, qui nous laissent à penser que Dali a eu un sérieux problème à traiter et que son recours est à la peinture et à un certain style de peinture et à une certaine thématique est manifestement le reflet d'un travail, hein, très approfondi sur toute cette question. Ça, c'est le portrait qu'a produit Salvador Dali de ce frère, justement. Vous voyez donc que cette image est quand même assez relativement évanescente, qu'il y a des images un petit peu difficiles, un peu terribles, avec cette image d'un oiseau qui vient en quelque sorte on ne voit pas grand-chose, mais il y a une espèce d'aile là-haut, hein, en haut et à gauche. Il y a aussi cette image qui se défait sous forme de petits points qui se résolvent passablement en petits bonshommes qui ont un aspect de fourmis qui reviennent souvent dans l'œuvre de Dali, car elles étaient pour lui liées à l'image de la mort qu'il avait pas mal travaillé justement par la rencontre des cadavres d'ânes dans la région de Lampourdan, qui paraît-il se rencontraient assez fréquemment. Et donc, nous voyons qu'avec ces petits points, ces pixels, on pourrait dire maintenant, se trouve posée la question de la mort et de la putréfaction. Avec dans la partie inférieure gauche, des petites images, on le verra, qui sont extraites assez constamment de la problématique du tableau de Jean-François Millet, l'Angélus, qui va, comme nous l'avons vu, comme nous le verrons, traverser l'œuvre de Salvador Dali dans toute sa temporalité. À propos de l'image double et de ses difficultés, donc, alors là, vous avez un tableau intitulé L'homme invisible, où vous pouvez voir que cette silhouette anthropomorphe est constituée, n'est-ce pas, d'objets divers, juxtaposés les uns par rapport aux autres, de façon à constituer cette image. Alors cette image, c'est un tableau, ça, qui n'a, semble-t-il, jamais été achevé, c'est une ironie supplémentaire, tableau qui n'a jamais été achevé, mais qui manifeste, à mon avis, les difficultés qu'on peut connaître justement au stade du miroir en ce qui concerne l'unification de l'image corporelle, qui n'est pas réalisée, et puis aussi cette proclamation qu'après tout, ce qu'on est, ce n'est jamais que la somme des expériences traversées ou des objets investis. Ce tableau me semble donc, de ce point de vue-là, avoir une grande signification. Roumeyer, toujours donc ce psychiatre dont nous avons parlé, avancera encore la thèse selon laquelle les excentricités de Dali étaient destinées à asseoir cette entité peu assurée. Ce à quoi Dali acquiesce quand on le lui dit,
car il peut rationaliser ses conduites par la nécessité d'avoir à construire une identité. Il proclamera qu'il faut qu'il soit Salvador Dali. Ce qui ajoute encore un intérêt, c'est l'équivoque analogue pour l'image à l'équivoque signifiante telle qu'elle apparaît en général dans les formations de l'inconscient. Donc il y a comme ça, dans la vie de Salvador Dali, il y a un fantôme. Ce fantôme, il apparaît encore ailleurs, puisqu'il va apparaître dans la construction de ce mythe, qu'il intitule lui-même « Mythe tragique de l'Angélus de Millet ». Voilà le tableau, qui est, je crois que tout le monde l'a vu au moins sur les anciens calendriers des postes, pour ceux qui ont suffisamment d'âge. Alors ce tableau qui poursuivra Dali toute sa vie et qu'il déclinera sous toutes ses formes, enfin je ne sais pas combien il y a d'exemplaires dans son œuvre de cette scène, mais c'est considérable. Et ça devient pour lui effectivement de l'ordre du mythe fondateur, de ce fameux mythe tragique de l'Angélus de Millet. Ce tableau, en plus, a une histoire phénoménale, parce qu'on voit que les deux personnages sont penchés là vers ce qui apparaît être un panier de pommes de terre, mais Dali soutenait que, en fait, ils priaient et ils étaient penchés sur le cadavre d'un enfant. C'était, semble-t-il, ce qu'il défendait comme vision, peut-être paranoïaque critique. Mais le plus extraordinaire dans cette histoire-là, c'est qu'à force de sollicitations, il obtiendra en 1963 que le musée du Louvre passe ce tableau au rayon X. À la stupeur de tout le monde, il apparaîtra une caissette à l'endroit précis que Salvador Dali avait désigné. Je n'en tire pas de conclusion, mais disons qu'en ce qui concerne la constitution d'un mythe, ça ne manque pas d'un certain poids. Que ce mythe tragique de l'Angélus de Millet soit à la fois ce qui constitue d'une certaine façon la trame de Salvador Dali, mais ce qui constitue en même temps la trame de ce qu'il considère être sa personne et son histoire, ça apparaît dans une de ses toiles les plus célèbres. Voilà. Alors, vous voyez dans cette toile l'apparition d'un bambin là, au centre du monde qui est, comme nul ne l'ignore, la gare de Perpignan, parfaitement bien désignée là par le train. Les deux orants sont répartis de part et d'autre, ils sont un peu écartés pour faire de la place aux diverses représentations. Et vous avez là, à l'extrême gauche, manifestement la représentation d'une espèce de coït à tergo, dirait-on, chez les savants, qui mettent en scène effectivement quelque chose de l'ordre de la scène primitive, n'est-ce pas, si on peut s'exprimer ainsi, scène à laquelle Dali, malgré tous ses efforts, n'avait évidemment pas pu assister, mais qu'il s'est échiné à rappeler, sinon à représenter. Voilà. Cette toile qui apparaît finalement comme une espèce de résumé, n'est-ce pas, de toutes ces élaborations. Il faut dire que après 1963, en ce qui concerne la psychanalyse, finalement, Dali n'y reviendra plus. Je crois que pour lui, un certain cycle s'achevait, peut-être pensait-il aussi avoir achevé quelque chose, et il se consacrera aux avancées scientifiques. Il se consacrera à la physique quantique. À la physique quantique d'une part, et puis ensuite à l'acide désoxyribonucléique. Ce qui ne manque pas d'intérêt, puisque la physique quantique, effectivement, par rapport à la question du double, présentait des élaborations majeures, puisque, par exemple, l'apport de cette physique, enfin,
Dali avait dans sa bibliothèque les œuvres de Schrödinger. Il connaissait parfaitement bien la fameuse histoire du chat qui peut être à la fois cette construction idéitique qui peut être à la fois le chat qui peut être à la fois mort et vivant. La physique quantique mettant en évidence le fait extraordinaire quand même que deux particules qui ont été en contact l'une avec l'autre sur un certain mode restent influençables l'une par l'autre alors même qu'elles se trouvent d'un bout à l'autre de l'univers, si toutefois l'univers a des bouts. Mais enfin, voilà ce qui sans doute retenait l'intérêt de Dali, eu égard à la question du double. Quant à la question de l'acide désoxyribonucléique, l'histoire ne s'arrête pas là, puisque, alors même que Dali est mort depuis un certain temps, actuellement, on en est quand même... Enfin, des gens fournissent des hypothèses tout à fait passionnantes, tout à fait intéressantes sur le rôle et l'interprétation quantique de certaines particules de l'acide désoxyribonucléique et de leur rôle et de leur action possible par rapport justement au rôle de l'acide désoxyribonucléique dans la reproduction, au moins dans la reproduction du vivant. Ça aurait sans aucun doute passionné Salvador Dali, mais enfin, c'en est encore à l'état d'hypothèse, mais c'est véritablement vertigineux à mon sens. Faire un peu témoin de mon admiration pour Dali. À la fin de sa vie, très peu de temps avant de mourir, ses amis lui ont offert dans l'enceinte du musée Dali, à Figueras, un colloque scientifique sur ces questions-là, colloque auquel participaient des gens du niveau de René Thom, d'Ilya Prigogine, Nobel de chimie, de Bancroft, spécialiste d'un certain nombre de spécialistes de topologie, effectivement. Dali s'est aussi intéressé à la topologie, mais je ne peux pas dire que c'était contemporain, qu'il était là dans cette affaire-là par rapport à la particule Lacan, la particule qui aurait été influençable malgré la distance. De façon totalement fortuite, Bancroft et Dali se sont intéressés à ce qu'on a appelé l'hypercube. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypercube ? C'est un cube élevé à une dimension supplémentaire et obtenu par le pliage du carton. Vous savez qu'on obtient un cube en carton en pliant ses 6 faces l'une sur l'autre, les 4 sur une bande et les 2 latérales. Eh bien, on obtient un hypercube en pliant non pas 6 surfaces comme ça, 6 carrés, mais 6 cubes. Et on obtient ce qu'on appelle l'hypercube, qui a des propriétés assez particulières, que Dali a représenté, du reste, avec, devant cet hypercube qui flotte dans l'espace, un Christ, dont il espère que ça représentera une dimension supplémentaire, dimension mystique, dit-il. Vous voyez qu'il n'a pas cessé de céder, de ne pas céder sur sa recherche et sur son désir de poursuivre dans cette direction jusqu'à la terminaison de sa vie, ce qui me montre, quant à moi, le personnage particulièrement sympathique. Donc, je pense que dans les préoccupations surréalistes, par rapport à la psychanalyse, Dali est une exception, parce que, précisément, la psychanalyse n'est pas pour lui un objet comme un autre, ou un objet qu'on peut mettre en relation sur le mode du savoir, mais que c'est quelque chose qui le concerne intimement et dont il usera, je pense, avec efficacité, en ce qui le concerne lui-même, sans aller jusqu'à dire qu'il s'agit d'une cure, d'une autocure, quelque chose comme ça, mais je pense très vivement que c'est particulièrement important. Alors, moi, ce qui me taraudait un peu, c'est que... Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui peut se passer par rapport à cette question-là, des rapports, justement, entre la psychanalyse, l'art, peut-être, plus largement que la psychanalyse. Alors, il y a un personnage qui traverse toute cette histoire-là. Depuis Breton, qu'il a connu chez son papa, qui était marchand d'art,
en passant par Marcel Duchamp, par les gens qui faisaient des happenings aux États-Unis, par John Cage, par tous les intellectuels américains. Il y a quelqu'un donc qui est tout à fait passionnant et qui traverse toute cette histoire jusqu'à encore de nos jours, c'est Jean-Jacques Le Bel. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent la trajectoire de Jean-Jacques Le Bel, mais ce me semble tout à fait important. Alors il y a bien eu d'autres artistes, n'est-ce pas, qui se sont préoccupés des rapports de la psychologie et de l'art. Il y aura eu les lettristes. Les lettristes, vous le savez, sont les antécédents des situationnistes. À ces deux groupes, Jean-Jacques Le Bel a participé. Alors, en ce qui concerne les lettristes, ils ont prétendu fomenter une nouvelle forme de psychothérapie. Et l'un d'eux, Roland Sabatier, écrit notamment ceci: grâce à une inédite forme de communication, la thérapeutique psychocladologique, c'est la dénomination qu'ils ont adoptée, psychocladologique, consiste à localiser les carences du malade dans les dimensions de sa personnalité et dans les secteurs culturels où il se manifeste. Cette phase vise à la suite d'ajustements progressifs précis au placement, au replacement de l'individu désadapté, désajusté dans sa culture, etc., etc. C'est-à-dire qu'on a affaire là à quelque chose qui est très clairement du comportementalisme avant la lettre, hein, chez les lettristes. Là, je vais me faire un petit plaisir, avec votre permission, si vous voulez bien, c'est voilà, de vous présenter à la fois une œuvre lettriste et à la fois son auteur, que j'ai eu le grand plaisir de connaître, puisque figurez-vous que Micheline Hachette était assistante sociale dans le 17e arrondissement de Paris, dans le cadre de l'hygiène mentale. Hein. Et bon, qu'elle était donc peintre lettriste, ses œuvres du reste sont relativement connues, subsistent, figurent toujours au catalogue. Elle est décédée malheureusement trop tôt, hein, et c'est très regrettable, elle est décédée en 1993. Et bon, c'est quelqu'un qui a, à son corps défendant, je dirais, été prise dans ce tourbillon qui associe l'art et la psychologie, puisqu'elle a été très abondamment sollicitée par les lettristes, qui n'étaient pas des gens très commodes, pour s'occuper d'Isidore Isou, hein, lorsque celui-ci a fait la décompensation que tout le monde connaît. Donc, Micheline Sabatier était à cette époque-là dans un grand trouble, et comme je la côtoyais, alors tout jeune interne, de bric et de broc, on a essayé de se soutenir dans cette affaire-là. Isidore Isou s'en est bien tiré, hein, ce jour-là. Donc voilà une autre facette des rapports de la psychologie, sinon de la psychanalyse, et de l'art. Je vais poursuivre, pas trop longtemps, pour pas trop vous assommer, par, en quelque sorte, un des points d'arrivée de Jean-Jacques Le Bel, qui a été sa confrontation et son voisinage avec Félix Guattari et la clinique de la Borde. Les artistes, surtout depuis les grandes ruptures conceptuelles introduites par Marcel Duchamp, par John Cage et un certain nombre d'autres, c'est qu'ils travaillent de plus en plus sans filet, sans base. Ils n'ont plus de normes transcendantes et ils travaillent l'énonciation même du rapport esthétique. Et donc, comme ça, ce sont des gens qui, d'une certaine façon, sont les noyaux les plus courageux dans ce rapport de créativité. Il y a d'autres. Il y a les enfants à l'âge de l'éveil au monde. Il y a les psychotiques dont on a parlé, il y a les artistes, il y a beaucoup de gens. Il y a les amoureux, il y a les gens qui sont atteints par le sida, il y a des gens qui sont en train de mourir, tout ça. Ils sont dans ce rapport cosmique au monde. Mais les artistes, d'une certaine façon, forgent des instruments, fraient des circuits pour pouvoir
affronter cette dimension de qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que c'est que cette planète, à quoi je peux me raccrocher, à rien de transcendant. Tu peux te raccrocher au processus immanent de créativité. Et alors, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que à ce moment-là, le paradigme esthétique, en dehors de la production d'œuvres esthétiques, c'est quelque chose qui travaille aussi bien la science que la pédagogie, que l'urbanisme, que la médecine, que la psychiatrie, parce que c'est cette méthodologie même, cette méthodologie existentielle, cette micropolitique existentielle qui est élaborée d'une certaine façon, travaillée, creusée par cette perspective esthétique. Alors voilà, vous avez pu voir, quand passait le film, n'est-ce pas, l'image que j'ai récupérée, là, qui est en haut à gauche, qui est l'image en noir et blanc de celle que vous avez à droite en couleur. Et à droite, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un tableau de Salvador Dali qui s'intitule Jean-François Millet, peignant. Comment il s'appelle? L'Angélus, bien sûr. Peignant l'Angélus 2000. Vous voyez, de façon un peu anecdotique mais significative, l'espèce d'appendice flasque, n'est-ce pas, supporté par une fourche qui, à mon avis, indique quand même toute une problématique sexuelle un peu malheureuse. Bon, toujours est-il que dans le film où figure Félix Guattari, apparaît en arrière-plan, alors je ne sais pas si le cinéaste l'a prémédité, mais apparaît ce tableau qui donc sous-tend toute la trajectoire de Salvador Dali et qui, quant à moi, me fait penser aux voies difficiles, n'est-ce pas, aux voies obscures de la transmission que Guattari et Deleuze qualifiaient de rhizomatique pour indiquer comme ça la trajectoire souterraine des connexions et le fait que, ma foi, il n'y a pas à désespérer des connexions possibles et de la possibilité de transmission. Transmission, donc, qu'il qualifiait de rhizomatique. Alors, bien sûr, l'expérience de Deleuze, de Guattari, par rapport à la psychanalyse, est sans doute un petit peu latérale, mais la psychanalyse ne manque pas de latéralité, n'est-ce pas? Et peut-être, après tout, peut-on considérer la schizoanalyse, prononcée ainsi, comme le faisait Deleuze, on peut considérer cette schizoanalyse comme un rejeton de la psychanalyse, mais qui était peut-être une anticipation, parce que, à mon avis, il n'est pas exclu que ce qu'ils appellent les machines désirantes ne puissent pas être examinées à la lueur de ce qui nous préoccupe sous le nom du discours du capitaliste. Mon hypothèse, donc, que j'avance, c'est que le travail de Deleuze et Guattari, de ce point de vue, manifeste donc une certaine anticipation. On va terminer là sur un petit film que j'espère qu'il va passer. J'ai rencontré Guattari qui était déjà très actif à la Borde, à la clinique de la Borde. Il en était beaucoup question grâce à ses collaborations à la quinzaine littéraire, dans la quinzaine littéraire. Il y a notamment une remarquable interview de Guattari par Christian Descamps, que j'ai gardé de cette époque-là, et à plein d'autres occasions. Et il avait fait venir avec certains de ses collaborateurs des patients de la Borde, c'est-à-dire des personnages psychotiques qui étaient sous traitement à la Borde et qui, de temps en temps, faisaient des pièces de théâtre. Et il les avait amenés au musée d'art moderne de la ville de Paris. C'était avant l'existence de Beaubourg. Donc à l'époque, le musée national d'art moderne, c'était au palais de Tokyo. Et dans l'entrée, il y avait des marches, et le théâtre était là. C'était une pièce de Jacques Beck.
je crois. Je ne me souviens plus du nom de famille. Et alors, il y avait un type qui jouait du piano et les patients de la board qui jouaient des rôles, et c'était extraordinaire. C'était très proche du happening, d'ailleurs, n'est-ce pas? Et tout d'un coup, les gens partaient dans des délires, au milieu de... c'était bouleversant, et au milieu de cette pièce de théâtre qui était plus ou moins écrite, plus ou moins improvisée, tout d'un coup, il y a un type qui se lève et qui apostrophe son docteur, son médecin, son soignant, son thérapeute qui était là, et qui lui dit « Docteur, j'ai besoin de pilules, ça va pas !» Alors, il y a un type qui se lève et qui lui envoie une petite boîte de pilules, comme ça, et l'autre l'attrape au vol, et prend un verre d'eau, et on s'est dit, mais c'est extraordinaire, ces relations entre soignants et soignés. En 82, au MoMA, Museum of Modern Art, et à NYU, il y avait des séances de poésie avec Cage, avec Ginsberg, avec des dizaines et des dizaines d'autres poètes, dont des poètes français, évidemment. Et je l'ai invité à monter sur les planches, c'est-à-dire qu'à changer de rôle, et étant donné qu'il était psychanalyste, schizanalyste, il était habitué à entendre les rêves de ses patients, et bien il a changé de rôle, il est monté sur scène, et il a raconté, lui, un de ses propres rêves, qui est d'ailleurs le point de départ du monument à Félix Guattari, qui est ici exposé, cet énorme monument avec sa voiture, son lit, son gigantesque cœur tournoyant. Et il racontait justement qu'il rêvait qu'il conduisait. Or, quand il conduisait, il écrivait ses livres, n'est-ce pas? Et il pensait ses livres en conduisant. Deleuze lui-même n'a pas participé à Polyphonix, autrement qu'en spectateur. Il est venu de nombreuses fois. Il m'a même écrit une superbe lettre à ce propos. Il a comparé Polyphonix à un souk. Voici donc Jean-Jacques Lobel qui traverse donc toute cette histoire qui continue à travailler. Les organes qui se préoccupent de la transmission de ces choses-là existent, puisqu'il y a son association dont il a parlé, la Polyphonix, dans laquelle pratiquement tout ce qui est de l'art moderne, au moins à Paris, a fait un détour par Polyphonix. Et de la même façon, quelqu'un comme Jean-Claude Pollack, par exemple, continue le travail de schizoanalyse au sein de son groupe et de sa publication Chimère, n'est-ce pas, qui est la continuation de la publication de Deleuze. Voilà, je vais arrêter là. Sur une image qui me semble être tout à fait illustrante de la problématique de la transmission, cette porte entrouverte, n'est-ce pas? C'est le tombeau de Félix Guattari au Père-Lachaise. Je trouve ça assez sympathique, finalement. Dernier mot, votre invitation m'aurait été l'occasion d'une surprise et d'un grand bonheur. Je ne connaissais pas personnellement Jean-Jacques Lobel. Lorsque j'ai reçu une correspondance de lui, où il semblait être un peu inquiet, parce que dans le titre qu'on avait donné à ma communication, il coexistait avec Salvador Dali. Il se demandait bien ce qu'il venait faire là avec Avida de Lars. Et il s'en était ouvert à Christiane Lacôte, ici présente, qui, semble-t-il, lui a donné les meilleurs renseignements sur ma personne, puisque nous avons pu échanger de façon que je trouve très fructueuse et qui va peut-être pas s'arrêter là. Il m'avait demandé alors qu'est-ce qu'il en était de mes projets là, à propos de cette mauvaise fréquentation par rapport à Dali. Alors je lui avais un peu expliqué, là, comme je viens de le faire, et il m'a répondu pour me dire merci d'avoir pris le temps de répondre à ma question. Votre angle d'approche est intriguant, me dit-il, car il m'a toujours semblé que l'histoire de l'art n'était qu'un enchaînement incontrôlé de fiction, par définition délirante, provoquée par des images dont l'esprit
des regardeurs. Alors, je lui ai répondu ceci, cher monsieur, bon, alors je vais tout vous dire. Je suis tiré par la considération suivante que je dois à Lacan. Nous n'avons pas accès au réel, pas plus à celui du monde dans lequel nous sommes jetés qu'à notre réel propre. Nous n'avons pas d'autre approche que symbolique, c'est-à-dire des constructions de langage. Alors chacun se démène. Le philosophe tente de construire des systèmes globaux, sans cesse modifiés bien entendu. Le scientifique donne des réponses aux élaborations antérieures qui ont montré leur insuffisance. On dit que la science avance, et ces élaborations nouvelles peuvent être à l'origine de nouveaux objets qui modifieront le réel. L'artiste, lui, introduit directement des objets dans le réel. Ils en prennent le caractère énigmatique qui leur vaut tant de spectateurs et parfois des acheteurs. Le psychanalyste entend ces modes différents de scolter avec ce réel et d'une certaine façon, il est légitime. Bien sûr que tout cela procède des mêmes mécanismes que le délire, dont des parties en seront validées pour un temps. C'est une telle validation qui permettait à Freud de dire qu'il avait réussi là où le paranoïaque échoue. Monsieur Lebel a eu la grande gentillesse de se trouver satisfait de mes explications que je vous restitue ce soir et je vous remercie de votre attention.